Deuxième exposé. À ma grande surprise, je découvris un jour que la conception non médicale du rêve, la conception profane, celle qui reste à demi prisonnière de la superstition, se rapproche de la vérité. J'arrivais en effet à de nouvelles conclusions concernant le rêve en lui appliquant une nouvelle méthode d'investigation psychologique qui m'avait rendu d'excellents services dans le dénouement des phobies, des idées obsédantes, des idées délirantes, etc., et qui a depuis lors trouvé accueil chez toute une école de chercheurs sous le nom de psychanalyse. Les différentes analogies de la vie onirique avec les états les plus divers de la maladie psychique observées à l'état de veille ont certes été relevées avec raison par de nombreux chercheurs médicaux. On pourrait donc espérer, a priori, semble-t-il, qu'un processus d'investigation qui avait fait ses preuves dans les tableaux psychopathiques put également être appliqué à l'explication du rêve. Les idées anxieuses et obsédantes sont étrangères à la conscience normale à peu près comme les rêves sont étrangers à la conscience éveillée. La conscience ignore leur origine, de même qu'elle ignore l'origine des rêves. S'agissant de ces formations psychopathologiques, c'est un intérêt pratique qui a conduit à explorer leur origine et leur genèse, car l'expérience avait montré que mettre au jour les chemins de pensée, cachés à la conscience, par lesquels les idées morbides se nouent au reste du contenu psychique, équivaut à dénouer ces symptômes et a pour conséquence la maîtrise de l'idée jusqu'alors impossible à inhiber. C'est donc de la psychothérapie que découla la méthode dont je me servis pour résoudre le problème du rêve. Il est facile de décrire cette méthode, encore que son application exige à coup sûr savoir et pratique. Lorsqu'on doit l'appliquer à un autre, par exemple à un malade souffrant d'une représentation anxieuse, on lui demande de diriger son attention sur l'idée en question, non pas comme on l'a déjà fait maintes fois, pour réfléchir sur elle, mais pour prendre note sans exception de ce qui lui vient à l'esprit à son sujet et le communiquer au médecin. On écartera l'affirmation qui pourra alors s'élever et qui consisterait à prétendre que l'attention est incapable de rien saisir. On déclarera avec énergie qu'une telle absence d'un contenu de représentation est tout à fait impossible. Et de fait, très vite, de nombreuses idées incidentes se produiront, idées auxquelles d'autres se rattacheront, mais que l'individu livré à l'introspection introduira en règle générale par la remarque suivante. Ces idées sont absurdes ou sans importance. Elles n'ont rien à voir avec le sujet, elles ne me sont venues à l'esprit que fortuitement et sans corrélation avec ce qui est en question. On remarque tout de suite que c'est cette critique qui a exclu toutes ces idées incidentes de la communication, qui les a même empêchées de devenir conscientes. Si on peut amener l'individu en traitement à ce qu'il renonce à adresser une telle critique à ces idées incidentes et à ce qu'il développe les enchaînements de pensée qui se produisent tandis que l'attention est fermement maintenue, on obtient un matériel psychique qui se rattache bientôt clairement à l'idée morbide en cause, qui met à nu ses connexions avec d'autres idées et permet, en poursuivant encore davantage, de substituer à l'idée morbide une idée nouvelle qui s'intègre d'une manière compréhensible dans le contexte psychique. Il n'y a pas lieu ici de développer dans le détail les présupposés sur lesquels cette expérience repose, ni les conséquences qui découlent de sa réussite régulière. Il nous suffira donc de dire que pour toute idée morbide, nous obtenons un matériel suffisant pour la dénouer lorsque nous dirigeons notre attention justement sur les associations involontaires, celles qui dérangent notre réflexion, celles que la critique écarte normalement comme étant un déchet sans valeur. Si l'on utilise la méthode pour soi seul, le mieux sera de soutenir l'examen en notant tout de suite les idées incidentes qui d'abord seront incompréhensibles. Je veux maintenant montrer à quoi conduit l'application au rêve de cette méthode d'investigation.
Chaque exemple de rêve devrait s'y prêter de la même manière. Cependant, pour certaines raisons, je choisis un rêve que j'ai fait moi-même, qui m'apparaît dans le souvenir comme imprécis et absurde, et qui peut se recommander par sa brièveté. Peut-être le rêve que j'ai fait la nuit dernière remplira-t-il ses exigences. Voilà son contenu noté immédiatement après le réveil. En société, table ou table d'hôte, on mange des épinards. Madame E.L. est assise à côté de moi, se tourne entièrement vers moi et pose familièrement la main sur mon genou. J'éloigne la main dans un mouvement de défense. Alors, elle dit « Vous avez toujours eu de si beaux yeux. » Je vois alors vaguement quelque chose comme le dessin de 2 yeux ou le contour d'une paire de lunettes. Voilà tout le rêve, ou du moins tout ce qui en demeura dans mon souvenir. Il m'apparaît comme obscur et absurde, mais surtout comme déconcertant. Madame E.L. est une personne avec laquelle je n'ai guère entretenu de relations amicales, et à ma connaissance, je n'ai jamais souhaité en entretenir de plus cordiales. Je ne l'ai plus vue depuis longtemps, et ne crois pas qu'il ait été question d'elle au cours de ces derniers jours. Le processus du rêve n'est accompagné d'affect d'aucune sorte. Réfléchir sur ce rêve ne le rend pas plus intelligible, mais je vais à présent noter sans intention préconçue ni esprit critique les idées incidentes qui résultent de mon observation de moi-même. Je remarque bientôt que pour cela il y a avantage à décomposer le rêve en ses éléments et à chercher les idées incidentes qui se rattachent à chaque fragment. Société, table ou table d'hôte. À cela se rattache aussitôt le souvenir d'un petit événement qui termina la soirée d'hier. J'avais quitté une petite réunion en compagnie d'un ami qui se proposa de prendre une voiture et de me ramener à la maison. « Je préfère une voiture avec un taximètre, dit-il. Cela vous occupe agréablement. On a toujours quelque chose à regarder. » Lorsque nous fûmes dans la voiture et que le cocher eut mis le disque de manière à rendre visible la première taxe de 60 LR, je poursuivis la plaisanterie. À peine sommes-nous montés que nous lui devons déjà 60 LR. Les voitures à taximètre me font toujours penser à la table d'hôte. Elles me rendent avare et égoïste, en me rappelant sans répit ce que je dois. J'ai l'impression que ma dette croît trop rapidement et je crains de ne pas en avoir pour mon argent, de même qu'à la table d'hôte, je ne peux me défendre de la préoccupation risible de penser que je ne reçois pas suffisamment, d'avoir à ne pas perdre de vue ce qui m'est dû. Sans que cela présente un rapport bien étroit, je cite alors « Vous nous faites entrer dans la vie, vous laissez le malheureux devenir coupable. » Deuxième idée incidente se rapportant à la table d'hôte. Il y a quelques semaines, me trouvant au Tyrol dans une auberge d'une station de montagne, je m'irritais vivement contre ma chère femme parce qu'elle ne se montrait pas suffisamment réservée à l'égard d'un certain nombre de voisins de table avec lesquels je n'avais aucune envie d'entrer en relation. Je la priais de s'occuper plus de moi que de ces étrangers. Là aussi, c'est comme si je n'en avais pas eu pour mon argent à la table d'hôte. À présent, je suis également frappé par le contraste entre le comportement de ma femme à cette table et celui de Madame E.L. dans le rêve, laquelle se tourne entièrement de mon côté. Poursuivons. Je remarque à présent que le processus du rêve est la reproduction d'une petite scène qui s'est déroulée d'une manière toute semblable entre ma femme et moi, à l'époque où je lui faisais secrètement la cour. La caresse sous la nappe fut la réponse à une lettre d'amour pressante. Cependant, dans le rêve, Madame E.L., qui ne m'est pas autrement proche, se substitue à ma femme. Madame E.L. est la fille d'un homme à qui j'ai dû de l'argent. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'ici se révèle une corrélation insoupçonnée entre les fragments du contenu du rêve
et mes idées incidentes. Si l'on suit la chaîne associative qui part d'un élément du contenu du rêve, on est bientôt ramené à un autre élément de ce contenu. Les idées qui me viennent à propos du rêve produisent des liaisons qui ne sont pas discernables dans le rêve lui-même. Quand quelqu'un attend que d'autres travaillent à son avantage sans y trouver le leur, ne se plaît-on pas à demander ironiquement à ce naïf « Est-ce que vous croyez que ceci ou cela se fera pour vos beaux yeux ?» Alors dans ce cas, le propos que tient Madame E.L. dans le rêve « Vous avez toujours eu de si beaux yeux » ne signifie rien d'autre que « Les gens ont toujours fait pour vous complaire. Vous avez tout eu gratuitement. » C'est bien sûr le contraire qui est vrai. J'ai payé cher tout ce que les autres peuvent m'avoir rendu en matière de bienfaits. Par conséquent, je ne dois quand même pas être resté insensible au fait d'avoir eu gratuitement, la veille, la voiture dans laquelle mon ami m'a ramené à la maison. Il est vrai aussi que l'ami dont nous étions les hôtes hier a souvent fait de moi son débiteur. Tout récemment encore, j'ai laissé passer sans en profiter une occasion de m'acquitter. Il possède un seul cadeau venant de moi, une coupe antique sur le pourtour de laquelle des yeux sont peints. C'est ce qu'on nomme un okial pour protéger du mauvais œil. Il est au demeurant ophtalmologiste. Le soir même, je l'avais interrogé sur la patiente que j'avais envoyée à sa consultation pour qu'il lui prescrive des lunettes. Je remarque qu'à présent, presque tous les fragments du contenu du rêve sont compris dans le nouveau contexte. Cependant, je pourrais demander, en bonne logique, pourquoi dans le rêve on sert précisément des épinards. Parce que ce mot rappelle une petite scène qui s'est récemment déroulée à notre table familiale, lorsqu'un enfant, celui précisément dont on peut effectivement vanter les beaux yeux, se refusa à manger les épinards. Je faisais comme lui dans mon enfance. Pendant longtemps, j'ai détesté les épinards, jusqu'à ce que, plus tard, mon goût ait changé et que ce légume devienne mon mets favori. La mention de ce plat introduit ainsi un rapprochement entre ma jeunesse et celle de mon enfant. « Sois content d'avoir des épinards », avait lancé sa mère au petit difficile. « Il y a des enfants qui seraient bien aises de manger des épinards. » Je suis ainsi rappelé au devoir des parents à l'égard de leurs enfants. Les mots de Goethe « Vous nous faites entrer dans la vie, vous laissez le malheureux devenir coupable » révèlent dans ce contexte un sens nouveau. Je m'arrêterai ici afin d'embrasser du regard les résultats que nous avons déjà obtenus dans l'analyse du rêve. Tout en suivant les associations qui se rattachaient aux éléments isolés du rêve, arrachés à leur contexte, je suis parvenu à une série de pensées et de souvenirs où il me faut reconnaître de précieuses expressions de ma vie psychique. Ce matériel découvert par l'analyse du rêve entretient une corrélation étroite avec le contenu du rêve. Cependant, cette corrélation est d'une nature telle que je n'aurais jamais pu dégager du contenu du rêve ce qui vient d'être découvert. Le rêve était dépourvu d'affect, incohérent et incompréhensible. Tandis que je développe les pensées qui se trouvent derrière le rêve, j'éprouve des mouvements d'affect intenses et bien fondés. Les pensées elles-mêmes se lient avec une logique parfaite en formant des chaînes où certaines représentations surviennent à plusieurs reprises en tant que représentation centrale. De telles représentations, non remplacées dans le rêve lui-même, sont constituées dans notre exemple par les oppositions intéressé-désintéressé et les éléments être débiteur, faire gratuitement. Dans le tissu qui se révèle à l'analyse, je pourrais tirer plus fortement sur les fils et montrer alors qu'ils se réunissent en un nœud, mais des considérations de nature non pas scientifique mais privée me retiennent de faire publiquement ce travail. Je devrais trahir trop de choses dont il vaut mieux qu'elles demeurent mon secret, car en m'acheminant vers cette solution,
toutes sortes de choses que je ne m'avoue moi-même pas volontiers me sont devenues claires. Pourquoi alors n'ai-je pas plutôt choisi un autre rêve dont l'analyse se prêterait mieux à la communication, de sorte que je puisse mieux convaincre du sens et de la cohérence du matériel découvert par l'analyse? La réponse est la suivante. Chacun des rêves dont j'aurais à m'occuper conduirait aux mêmes choses difficilement communicables et m'amènerait à la même nécessaire discrétion. Je n'éviterai pas davantage cette difficulté si je proposais à l'analyse le rêve d'un autre, à moins que les circonstances ne permettent de laisser tomber tous les déguisements, sans préjudice pour celui qui s'est confié à moi. La conception qui s'impose à moi dès maintenant me conduit à penser que le rêve est une sorte de substitut remplaçant les trajets de pensée chargés d'affect et riches de sens auxquels j'ai abouti au terme de l'analyse. Je ne connais pas encore le processus qui a permis au rêve de naître de ses pensées, mais je comprends qu'il est inexact de considérer celui-ci comme un processus purement corporel, sans importance psychique, né de l'activité isolée de certains groupes de cellules cérébrales tirées du sommeil. Je noterai encore deux choses. Que le contenu du rêve est beaucoup plus court que les pensées dont je déclare qu'il est le substitut, et que l'analyse a découvert comme étant l'excitateur du rêve une circonstance peu importante du soir précédant le rêve. Je ne vais naturellement pas tirer une conclusion d'une aussi vaste portée en la fondant sur l'analyse d'un seul rêve. Mais comme l'expérience m'a montré qu'en poursuivant les associations sans esprit critique, je peux passer à partir de chaque rêve à une telle chaîne de pensées parmi les éléments de laquelle les parties constituantes du rêve reparaissent, et comme celles-ci se rattachent les unes aux autres correctement et rationnellement, il convient certes d'abandonner l'idée d'une faible probabilité que les corrélations notées dans le premier rêve pourraient être dues au hasard. Je me tiens donc pour autorisé à fixer par la terminologie cette vue nouvelle. Je confronte le rêve tel qu'il existe dans mon souvenir au matériel qui s'y rapporte découvert par l'analyse et nomme le premier le contenu manifeste du rêve, le second, d'abord sans autre distinction, le contenu latent du rêve. Je me trouve alors en présence de deux problèmes nouveaux, non encore formulés jusqu'ici. Premièrement, quel est le processus psychique qui a fait passer le contenu latent du rêve au contenu manifeste qui m'est connu par le souvenir? Deuxièmement, quel est le motif ou quels sont les motifs qui ont exigé une telle traduction? Je nommerai travail du rêve le processus de transformation du contenu latent du rêve en contenu manifeste. Le pendant de ce travail, qui opère la transformation inverse, je l'ai déjà nommé travail d'analyse. Les autres problèmes du rêve, ceux qui se rapportent aux excitateurs du rêve, à l'origine du matériel du rêve, au sens éventuel du rêve et à la fonction de l'activité onirique, ainsi qu'aux raisons qui font oublier les rêves, je les discuterai non pas dans le contexte du contenu manifeste du rêve, mais dans celui, nouvellement dégagé, du contenu latent. Comme je ramène toutes les assertions contradictoires, aussi bien que toutes les assertions inexactes, que j'ai relevées dans les livres traitant du sujet à l'ignorance de ce contenu latent du rêve, qui ne se révèle qu'à l'analyse, je m'efforcerai désormais très soigneusement de ne pas confondre le rêve manifeste avec les pensées latentes du rêve.